Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous allons parler de Love and Monster, le dernier film avec en guest star Dylan O'Brien, un film très attendu puisqu'il est sorti mine de rien le 16 octobre dernier aux États-Unis en VOD, repoussé depuis mine de rien le 6 mars 2020 à cause de la pandémie. Aujourd'hui c'est chose faite, il est sorti dans le monde entier grâce à Netflix, donc j'ai pu le découvrir. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Et bien je dois dire que je suis assez mitigé à travers tous les arguments que je vais vous montrer un petit peu dans cette vidéo avec une partie sans puis avec spoiler, donc pas de soucis. Un film qui avait tout pour plaire, Dylan O'Brien au casting en premier rôle notamment, une nomination aux Oscars pour meilleur effet visuel, produit par Shawn Levy, donc le créateur de la série Stranger Things, des gros monstres qui donnent envie juste après la sortie US de Godzilla vs Kong justement. Ce film pour moi avait tout pour plaire, mais il y a un petit hic et justement on va en parler. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous avez apprécié Love and Monster? Et nous c'est parti, je me charge un petit peu de vous dire pourquoi selon moi ce film aurait pu être beaucoup mieux. Love and Monster est l'histoire de Joel, incarné par Dylan O'Brien, qui voilà dans un futur assez proche on va dire et totalement apocalyptique, est bloqué depuis 7 ans dans un bunker. Pourquoi il est bloqué? Parce que tout simplement depuis 7 ans il y a des monstres en surface et Joel a la merveilleuse idée de se dire mais tiens est-ce que j'irai pas voir mon ex qui est à l'autre bout du pays? Sauf que le souci de Joel c'est qu'il n'a jamais été à la surface depuis 7 ans, il n'a jamais affronté de monstres et c'est quand même un personnage qui est au premier abord pas très débrouillard. C'est clairement ce sur quoi va jouer le film du début à la fin en nous installant voilà une espèce de petite ambiance comique qui va plutôt bien marcher honnêtement parce que dans un premier temps ça va dédramatiser la situation, on est quand même sur la fin du monde et de l'autre côté ça va rendre le personnage de Dylan O'Brien totalement attachant. On s'attache vraiment dès les premières minutes à son personnage, bien que je pense aussi que pour certains ça l'a rendu détestable parce que Joel est un personnage qui parle vraiment tout seul pour rien dire parfois. Alors le film aurait pu être mieux, bien que je l'ai plutôt apprécié honnêtement, c'est un film divertissant, sympa, mais oubliable pour la simple et bonne raison qu'il se contente d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un film de survie post-apocalyptique qui va être centré sur son personnage principal avec des ambitions qui sont seulement réduites au fait de nous divertir alors qu'il y avait des choses pourtant très intéressantes à raconter dedans. Et avant de développer vraiment ce point de vue qui est le plus profond du film selon moi, il faut quand même passer par les autres personnages qui sont honnêtement pas très intéressants et totalement absents. Je pense notamment au personnage donc de Jessica Henwick qui joue Amy, qui elle est présente durant peut-être 20 minutes du film, quelque chose comme ça, et c'est assez dommage parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup et que j'ai découvert grâce à la série Iron Fist notamment, mais elle joue tout simplement le rôle de la femme qu'il faut secourir. C'est pas vraiment ça, c'est pas un personnage qu'il faut secourir à vrai dire, mais c'est tout autant les mêmes ambitions. Dylan O'Brien va faire un voyage de 130 km exactement afin de la retrouver et c'est grâce à elle finalement, grâce à ce voyage, que son personnage va évoluer, va s'élever au rang un petit peu de survivor. On a d'un autre côté le personnage de Michael Rooker qui lui honnêtement c'est clairement pour moi la pire déception de ce film que j'ai plutôt bien aimé honnêtement, parce que tout simplement on voit que Michael Rooker est là juste pour toucher son chèque. Il est déjà bien plus convaincant dans les Gardiens de la Galaxie je trouve. Le film arrive à nous contenter parce que tout simplement quand on le démarre on sait sur quoi on va tomber. Tout simplement un film en mode post-apocalyptique qui va un petit peu surfer sur son road trip justement, et c'est clairement un film de zombies mais sans les zombies mais avec des monstres. C'est vraiment la même chose et c'est pour ça qu'on veut voir le film. Et du coup les monstres, parlons-en parce que pour le coup c'est un des points forts je trouve de ce film. Alors ils sont pas très nombreux honnêtement, je crois qu'il y a genre 3 gros monstres et 2 bouts de monstres par-ci par-là qui sont on va dire assez vite expédiés dans le voyage de Dylan O'Brien justement. Des fois t'as même l'impression qu'il arrive à battre les monstres sur un coup de chance, tu sais pas s'il a un talent pour ça ou si vraiment il a le cul bordé de nouilles comme on dit. Et justement on reviendra là-dessus après en partie spoiler parce qu'il y a un truc, une grosse facilité à un moment qui m'a vraiment arraché la tête. Mais pour le coup il y a quelque chose qui est assez bien traité avec ces monstres, on essaie vraiment de les humaniser par moment, ça marche plutôt bien, visuellement c'est top aussi. Je trouve aussi qu'au niveau des fonctionnements des monstres, il y a quelque chose de pas mal recherché, quelque chose d'original et même d'artistique par moment. Par exemple, sans spoiler vraiment, je prends un truc totalement aléatoirement, tu vas avoir, on va dire, un oiseau de base qui a totalement muté et cet oiseau va se transformer en monstre mais va vivre sous terre. Tu as des jeux du coup souvent comme ça avec la propre nature des animaux de base ou même des insectes et c'était plutôt intéressant et original, j'ai bien aimé. On y croit et c'est là le point fort du film avec aussi ses décors parce que mine de rien, t'es sur un film qui est quand même en mode post-apocalyptique où il y a genre vraiment plus de villes autour de toi
voit en tout cas presque plus d'après notre connaissance. Et du coup, ben forcément, tu as que de la faune, de la flore, de la forêt, de la verdure, et il faut arriver justement à varier les décors avec pourtant une terre qui se ressemble en tout point. Et là-dessus, ils ont plutôt bien joué le jeu en variant des décors en intérieur, mais aussi en extérieur, avec aussi des décors de forêt qui sont assez différents les uns des autres justement. Pour faire un petit parallèle, on a un petit peu la même chose je crois avec I Am a Legend avec Will Smith justement. C'est donc une ville où il y a plein d'immeubles, des choses comme ça, et il faut arriver à varier les décors, et ils y sont aussi plutôt bien arrivés dans ce film. Et vu que je parle justement de Je suis une légende, il y a honnêtement une grosse inspiration dans ce film, il y a effectivement un chien. Et c'est sûr que quand on commence à voir arriver à chaque fois un chien dans un film post-apocalyptique, le premier truc que l'on se dit, c'est qu'il va mourir. Donc dès le début, on est attaché au chien, et même si voilà, le reste du film par moment nous semble, on va dire, assez tiré par les cheveux, on veut absolument que le chien survive, et ça marche plutôt bien justement. Je vais pas pouvoir en dire plus sans spoiler, donc je vous invite à aller voir le film et à mettre le petit pouce bleu évidemment sur cette vidéo. Pour résumer tout simplement, c'est un film qui se laisse regarder, qui est assez divertissant, qui est qualifié comme sympa on va dire. C'est dommage parce qu'il y aurait eu des choses à faire justement, je vais en parler, et il n'est pas non plus passé totalement à côté de sa plaque. Il arrive je trouve à se renouveler alors que des films un petit peu sur les apocalypses, sur les zombies, il y en a des milliers qui existent mine de rien. Donc voilà, si vous voulez passer un beau moment d'un peu moins de 2 heures je crois, ben tout simplement il faut voir ce film. Et Dylan O'Brien honnêtement est plutôt convaincant, bien que les rôles où il faut courir avec des monstres il sache faire parce qu'il a joué dans plein de films labyrinthe. Décidément il n'en est pas sorti. Bref, dans tous les cas n'hésitez pas à me dire si vous allez voir ce film du coup en commentaire, et nous c'est parti, on se charge de spoiler. Du coup, je vais commencer avec la grosse facilité scénaristique qui m'a dérangé à un moment, c'est la fucking grenade que Dylan O'Brien trouve totalement aléatoirement sur le sable, ce qui va du coup lui permettre de tuer le monstre qui est vendu depuis le début comme étant le plus dangereux. C'est un monstre qui est totalement expédié. T'as l'impression que Dylan O'Brien, même si il y a quelques moments tendus qui sont montrés dans le film, va arriver à la tuer mais genre totalement en mode facile. C'est là où je disais que tu sais pas vraiment si c'est un mec ultra chanceux ou si vraiment le mec est fait pour ça. Et ça rebondit du coup à ce que je disais en première partie de vidéo, c'est un monstre clairement qui fait penser à un requin, mais un requin de terre avec l'aileron qui dépasse un petit peu du sol. Je trouvais que c'était plutôt intéressant, même si j'ai pas vraiment compris pourquoi elle s'appelait la reine des abeilles, alors que physiquement il y a rien à voir avec une abeille. On a aussi le personnage de l'Australien alias Cap qui se montre un petit peu à la fin du film, et déjà quand tu sens sa gentillesse très caricaturale que tu vois dans beaucoup de films, quelqu'un de très gentil, de très serviable, qui va au final te la mettre à l'envers à la fin, tu sens déjà la couille du pâté venir, vous voyez ce que je veux dire? À ce moment là tu sens que ça va être lui qui va poser un problème, et rien qu'au moment déjà où ils sont autour du feu et où ils racontent un petit peu que les lézards ça grimpe tout ça, direct j'ai capté avec le personnage de Michael Rooker ce qu'il disait quand il a appris un petit peu à Dylan O'Brien comment ça fonctionnait les monstres, que sont-ils, comment y survivre. Et pour revenir sur lui du coup, c'est un personnage qui sert à l'intrigue mais qui est pas très intéressant honnêtement. Il est là quoi pendant 10 minutes du film, et je dois dire que sa fille entre guillemets, en tout cas celle qu'il a sous son aile, est elle beaucoup plus intéressante, avec beaucoup plus de caractère, elle nous fait sourire, elle nous fait rire, et elle peut être un tantinet énervante par moment. Et je trouve aussi que le film par moment se précipite un petit peu trop, dans le sens où Dylan O'Brien d'un coup ça devient une bible vivante d'un petit peu toute la nature avec tous les monstres, toutes les plantes, les choses comme ça, et il arrive à tout assimiler en genre quelques jours, c'est un truc de dingue. Du coup je me dis que si le film avait été plus long, on aurait pu faire durer les choses, mettre de nouveaux enjeux, de nouveaux obstacles aux personnages, et ça aurait permis de pas avoir cet effet de précipitation qu'on connaît envers le personnage de Joel. Gros truc qui va pas dans ce film, c'est tout simplement la base du film, et ce qui va décider Dylan O'Brien à partir, c'est Amy. Amy est déjà pas très présente dans le film, mais ça c'est pas très grave parce que c'est pas non plus ce qu'on veut, mais elle est assez claire quand même quand Dylan O'Brien arrive sur le camp. Elle veut vraiment pas de lui, elle dit que ça fait 7 ans, elle dit en plus qu'elle est toujours en deuil de la personne avec qui elle était juste avant. Elle nous le dit pas clairement, mais on sent que c'est vraiment quelqu'un avec qui elle a eu une relation amoureuse. Et 20 minutes après, qu'est-ce que tu vois? Dylan O'Brien qui l'embrasse tout simplement en mode totalement amoureusement, et qui lui dit juste après que maintenant ça va être à son tour de faire 130 km pour aller le retrouver. Ce qui pose vraiment problème, c'est ce changement de veste radical où 20 minutes après, elle va tomber amoureuse de lui alors que soi-disant, elle est en deuil et elle voulait pas lui avant. Du coup, ben ça tient pas debout une seule seconde, tu crois zéro à leur relation, mais on arrive quand même à être content envers le personnage de Dylan O'Brien, parce que là où je vous disais en début de vidéo que effectivement le film va miser à fond sur son personnage et sur le fait que le spectateur soit attaché à lui, ben ça fonctionne, et du coup on arrive à être content pour lui à ce moment-là, même si on sent que quand même il y a un truc
est un peu tiré par les cheveux. Il y a aussi une question qui est pas trop soulevée plus que ça, pourquoi Amy est que avec des vieux? Je veux dire, il y a quand même Dylan O'Brien qui soulève justement la question à un moment, on n'a pas tellement de réponses. Est-ce que finalement la fin du monde a eu lieu au moment où, je sais pas, elle travaillait dans une maison de retraite, du coup elle a secouru tout le monde d'un coup? Comment est-ce que ça s'est passé tout simplement? On n'a pas la réponse alors que texto, on avait prévu de nous la donner. Et une dernière chose aussi sur laquelle j'aimerais revenir, c'est le personnage de Cap. Alors lui, vraiment, c'est la plus grosse arnaque de l'histoire du film tout simplement, parce que dès qu'on arrive sur le camp, on sent que c'est une sorte de leader, on sent que c'est quelqu'un à qui toute la communauté va faire confiance. Pourtant, quand tu l'écoutes, t'as l'impression qu'il fait que voyager, puisqu'il va de camp en camp justement pour piller les camps sans défense. Et après, quand tu vois ce qu'il ramène sur le yacht, il y a genre 2-3 repas qui ont été taxés, je me dis que ça vaut pas vraiment l'investissement pour au final ramener une baguette de pain et 2 sandwichs. Si tu veux ramener un espèce de pirate comme ça sur un camp qui va piller tout un village, oui, ça peut marcher, mais au moins quand tu fais un gros plan sur toutes les provisions qu'il a piquées, mais au moins plein de choses qu'on ait l'impression qu'il a ravagé tout le monde et que personne aura rien à bouffer après pendant des mois. Là, clairement, t'as l'impression que même s'ils volent tout ça, bah ça va pas trop leur poser de problème, qu'ils vont survivre 2 jours, ils vont aller chasser, puis après à faire régler ni vu ni connu. Et pareil pour ça, il y a une petite incohérence, s'il a réussi à attraper un fucking monstre, dont on reviendra justement un petit peu après, pourquoi il arriverait tout simplement pas à chasser et à se débrouiller par lui-même? Il y a des choses comme ça qui collent pas trop, je trouve, au niveau de son personnage. Et du coup, on va parler des monstres, parce que oui, il y a des choses qui sont intéressantes, ils ont essayé d'humaniser un petit peu tous les monstres en leur disant, voilà, il faut regarder dans les yeux pour voir ce que la bête ressent vachement. C'est quelque chose qui a été donc introduit avec l'espèce d'escargot géant qui était plutôt sympa, et quelque chose qui est donc finalisé avec ce fameux crabe géant. C'est un moment que j'ai trouvé touchant parce que au final, on pensait tous à ce moment-là, je pense, qu'il allait effectivement lui arracher la tête, alors que non, il a tiré sur la chaîne en espérant derrière qu'il ne se soit pas trompé et que le monstre, eh ben, tout simplement, parte de lui-même. Il y a aussi un truc qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est ce dialogue avec cette espèce de robot durant un temps du film justement, c'est que ce robot de base, en temps normal, s'il n'y avait pas eu l'apocalypse, était destiné vraiment à être un truc du futur, une évolution, quelque chose dans le quotidien qui changerait littéralement la vie de chaque humain. Et là, ce même robot qui est dans un autre contexte, un milieu où il ne peut pas vraiment, on va dire, prospérer, où il ne peut pas être tout simplement utile, et ben ça le rend tout simplement has-been, alors que c'est quand même un truc du futur presque. Une espèce de confrontation, on va dire, d'époque entre ce robot et un fameux contexte, et je trouve ça plutôt intéressant. Ils ont réussi là, je trouve, à creuser quelque chose. Niveau artistique, j'en parlais tout à l'heure, c'est pareil un petit peu avec les méduses qui volent, c'est quelque chose qui change vachement, j'ai trouvé, et c'était plutôt agréable à voir à l'œil justement. Bref, dans tous les cas, vous l'aurez compris, Love and Monsters est un film plutôt divertissant, sympa, mais avec quand même pas mal de problèmes au niveau de ses personnages, au niveau de leur développement, et le film pour moi n'est pas assez ambitieux. Il aurait pu clairement faire un truc hyper badass avec un Dylan O'Brien à la fin qui monte sur la tête finalement du crabe géant, qu'on ait vraiment l'impression que le mec a step up dans le game et qui dompte un petit peu tous les monstres maintenant. Il y avait des choses à faire pour moi et ils sont passés à certains moments à côté, mais ça n'en reste pas moins un film qui est divertissant, qui se laisse très bien regarder et qui passe mine de rien assez vite sans vraiment trop de lenteur. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous avez passé vous aussi un beau moment devant ce film? On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance comme d'habitude. Le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.